Bonjour. La première leçon de ce cours d'hydraulique concerne l'hydrostatique. L'hydrostatique, c'est l'étude des fluides au repos, c'est-à-dire des fluides au sein desquels la vitesse est partout nulle. Il n'y a donc pour l'instant pas d'écoulement. Cette première leçon est divisée en 5 parties. Cette vidéo porte sur les 2 premières parties. La vidéo suivante concerne les parties 3 et 4 et la dernière, la partie 5. Pour donner un ordre d'idée, le contenu de l'ensemble de cette leçon, c'est-à-dire des 3 vidéos, correspond à un cours d'un peu plus de 2 heures donné en amphithéâtre. Avant de commencer, je vais faire une expérience avec ce morceau de gros tuyau. Une membrane souple, comme celle-ci, a été fixée à une des 2 extrémités du tuyau. Je plonge une partie du tuyau dans l'eau de telle sorte que la membrane se trouve vers le haut et immergée, comme ceci. Cette membrane est déformée, comme si on appuyait dessus. Cela n'est pas étonnant. La membrane doit supporter le poids de la colonne d'eau qui se trouve au-dessus d'elle et qui appuie vers le bas. Je recommence, mais en orientant cette fois la membrane vers le bas. Il n'y a donc plus de colonne d'eau au-dessus de la membrane pour appuyer dessus. Et on constate qu'elle se déforme quand même, à peu près de la même manière que précédemment. Il en est de même lorsque la membrane est placée verticalement, comme ceci. Elle est à nouveau déformée, à peu près de la même manière. Ceci met en évidence une propriété clé des fluides. Ils appliquent une poussée dans toutes les directions et pas uniquement vers le bas. Dans cette leçon, nous nous intéressons à cette poussée exercée par un fluide sur un objet immergé. Avant de commencer, voici une question. Prenons un objet cubique, comme par exemple cette boîte, et supposons qu'il soit complètement immergé. Selon vous, la poussée qu'exerce l'eau sur une des faces est-elle plus forte sur la face de dessus? Réponse 1. Sur une face latérale? Réponse 2. Ou sur la face de dessous? Réponse 3. Je vous laisse donner votre réponse, que vous pourrez vérifier à la fin de la vidéo. Passons maintenant à la première partie de la leçon qui porte sur les caractéristiques physiques des fluides. Les 3 principaux états de la matière sont les états solides, liquides et gazeux. Un même corps peut passer d'un état à un autre, par exemple sous l'effet d'un changement de température. Quand un glaçon est réchauffé au-delà de 0 degré, il passe de l'état solide à l'état liquide. Lorsque de l'eau liquide est réchauffée au-delà de 100 degrés, elle devient vapeur. Les gaz et les liquides ont des propriétés communes qui font d'eux des fluides. Un fluide est un matériau qui n'a pas de forme propre. Les fluides prennent spontanément la forme du récipient qui les contient. Les liquides sont des fluides difficilement compressibles car ayant un volume bien défini. Par exemple, de l'eau, de l'huile, du sang, du mercure. Les gaz, eux, sont des fluides qui n'ont pas de volume propre. Leur volume s'adapte au récipient qui les contient. L'air, la vapeur d'eau sont des exemples. Une caractéristique importante d'un matériau est sa masse volumique. Si on considère un corps dont la masse est m et le volume v, la masse volumique est définie par le rapport entre cette masse et le volume. La masse volumique est indiquée ici par la lettre grecque ρ. Dans le système international d'unités, la masse s'exprime en kilogrammes, le volume s'exprime en mètres cubes, si bien que la masse volumique s'exprime en kilogrammes par mètre cube, donc kilogramme mètre puissance moins 3. Comme exemple, quelle est la masse volumique d'1 litre d'eau à la température de 4 degrés, sachant qu'un litre d'eau à cette température pèse 1 kg. Pour la calculer, on utilise la définition masse volumique indice O pour masse volumique de l'eau, c'est égal à la masse, c'est-à-dire 1 kg divisé par le volume. Ici, on dit que ça correspond à 1 litre. Donc, en convertissant le litre en mètre cube pour obtenir la masse volumique dans l'unité du système international, on trouve une masse volumique de l'eau de 10 puissance 3 kg par mètre cube. 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 10 puissance 3 kg par m
Cette valeur est à retenir. Elle est définie ici à 4 degrés, mais elle ne change pas énormément d'une température à l'autre à partir du moment où on reste sur une gamme relativement proche. Elle dépend quand même un petit peu. Par exemple, à 20 degrés, au lieu d'être égale à 1000, elle vaut 997 kg par mètre cube. Et à 90 degrés, elle vaut un petit peu moins, 965 kg par mètre cube. Mais bon, retenons l'ordre de grandeur. Un mètre cube pèse à peu près 1 tonne, c'est-à-dire 1000 kg. La densité est une grandeur dérivée de la masse volumique. La densité d'un corps, par définition, est le rapport entre la masse volumique de ce corps et la masse volumique de l'eau prise à 4 degrés, c'est-à-dire 1000 kg par mètre cube. C'est un rapport de deux grandeurs ayant les mêmes dimensions, donc la densité n'a pas d'unité. Comme exemple, si on considère le cuivre dont la densité vaut 8,96 et que l'on cherche le volume d'1 kg de cuivre. À ce moment-là, on repart de la définition de la densité pour en déduire la masse volumique du cuivre. La masse volumique du cuivre est donc égale à la densité du cuivre fois la masse volumique de l'eau à 4 degrés, c'est-à-dire 1000, et donc la masse volumique de cuivre est égale à 8,96 fois 10 puissance 3 kg par mètre cube. Connaissant la masse volumique du cuivre, on va en déduire le volume recherché. D'après la définition de la masse volumique, le volume est le rapport entre la masse et la masse volumique. La masse vaut 1 kg, puisqu'on cherche le volume d'1 kg, et la masse volumique vient d'être calculée, et on en déduit ainsi que le volume d'1 kg de cuivre est égal à 1,11 10 puissance moins 4 mètres cubes, ce qui fait 0,111 litres. C'est normal qu'on trouve un volume bien plus petit que le volume correspondant à 1 kg d'eau parce que le cuivre est beaucoup plus dense que l'eau. Passons maintenant à la deuxième partie de cette leçon qui concerne la force exercée localement par un fluide homogène au repos. Nous allons d'abord nous familiariser avec la notion de pression et pour cela, je vous propose une petite démonstration. Voici un récipient avec dedans de la farine et voici un petit barreau métallique. Je pose le barreau verticalement sur la surface de la farine, il s'enfonce. Je l'enlève et je le repose un peu plus loin. Cette fois-ci, je le dépose horizontalement, comme ceci. Dans les deux cas, la barre a exercé exactement la même force sur la farine. Cette force, c'est le poids de la barre. Regardons maintenant l'empreinte laissée dans les deux cas. On constate qu'elle est beaucoup plus profonde dans le premier cas que dans le second. Bien que les forces soient les mêmes, la surface de la farine a été beaucoup plus déformée lorsque le barreau a été posé verticalement. De même, si j'appuie sur ma main avec cette vis et avec la même force, j'ai plus mal si j'appuie dans ce sens que si j'appuie dans l'autre. Ce qui compte pour déformer la matière, ce n'est pas la force, mais la force par unité de surface, ce qui amène à considérer la pression. La pression est la grandeur physique pertinente pour engendrer une déformation de la matière, par exemple pour générer un écoulement. La pression s'exerçant sur une surface et la force rentrante s'exerçant perpendiculairement à cette surface par unité de surface. Ici, P désigne la pression, F indice N désigne la force rentrante s'exerçant perpendiculairement à la surface et S est l'aire de cette surface. Dans le système international d'unités, la force a pour unité le newton. Et 1 newton est égal à 1 kg mètre seconde moins 2, puisque d'après la relation fondamentale de la dynamique, force égale masse fois accélération, donc newton égale kilogramme fois mètre seconde moins 2. Dans le système international, l'unité de la surface est le mètre carré, si bien qu'on obtient l'unité dans le système international de la pression en divisant kilogramme mètre seconde moins 2 par mètre carré, et on obtient kilogramme mètre moins 1 seconde moins 2.
L'écriture de cette unité est un petit peu longue, si bien qu'on lui a donné un nom plus court, de telle sorte que 1 kg mètre moins 1 seconde moins 2 est équivalent à 1 pascal. On a donné le nom de Pascal à cette unité au regard de l'importance du travail de Blaise Pascal dans le domaine de l'hydrostatique. Blaise Pascal a vécu de 1623 à 1662 et fut, entre autres, un mathématicien, un physicien, un philosophe et un théologien. Voici un exemple. On souhaite calculer la pression subie par cette mousse lorsqu'on lui met dessus une masse de 10 kg avec une surface de contact de 10 cm². On repart de la formule définissant la pression. La pression est égale à la force normale divisée par l'aire de la surface. La force normale appliquée à la mousse est ici le poids de cette masse, M fois G, et la surface, c'est S, 10 cm². On prend soin de mettre toutes les grandeurs dans les unités du système international, donc 10 cm², c'est égal à 10 fois 10-4 m², et on obtient ainsi une pression subie par cette mousse qui est égale à 9,8 fois 10 puissance 4 pascal. Revenons maintenant au cas des liquides, au sein desquels la pression a des caractéristiques particulières. Nous avons vu dans l'expérience du tuyau avec une membrane que la force pressante de l'eau s'exerce dans toutes les directions de l'espace. Une autre manière de le voir est de plonger sa main avec un gant jetable, comme ceci. On constate que l'eau exerce une force rentrante, le gant est plaqué contre la main et perpendiculaire. Ceci est une propriété importante. La force qu'exerce un liquide au repos sur un autre corps est toujours perpendiculaire à la surface de ce corps, et elle est rentrante, c'est-à-dire qu'elle pousse vers cet autre corps. Elle le presse. C'est pour cela que l'on parle de force pressante. Nous allons maintenant regarder comment la pression varie dans un fluide homogène et au repos. On admet qu'à un endroit donné, la pression qu'exerce un fluide statique sur un autre corps a la même intensité, quelle que soit l'orientation de la surface de ce corps. La pression peut varier d'un endroit à l'autre dans un même fluide. Voyons comment, en considérant le cas d'un fluide homogène et au repos. Considérons un fluide au sein duquel se trouvent deux points que l'on note A et B. On suppose que ces deux points sont sur la même verticale et que B est au-dessus de A. La masse volumique du fluide est homogène, ce qui signifie qu'elle est la même partout. On la note ρ. De plus, le fluide est dans le champ de pesanteur terrestre, d'accélération de pesanteur G égale 9,8 m/s-2. Plaçons un axe Z vertical, orienté vers le haut. Z indice A est la cote du point A, Z indice B est celle du point B. Z indice B est plus grand que Z indice A, car B est plus haut que A. On appelle P indice A la pression au voisinage du point A, et de même on appelle P indice B la pression au voisinage de B. Isolons maintenant par la pensée un cylindre vertical de fluide compris entre A et B et de rayon R. Ce cylindre est donc un cylindre de fluide, lui-même entouré de fluide. Son rayon R est choisi suffisamment petit pour que la pression puisse être considérée comme constante et égale à P indice A sur toute la surface inférieure du cylindre et à P indice B sur toute la surface supérieure au voisinage de B. L'ensemble du fluide est supposé au repos. En particulier, le fluide se trouvant dans le cylindre est statique. Et la condition d'équilibre impose que la somme vectorielle des forces extérieures s'appliquant sur le cylindre est nulle. La projection sur l'axe vertical de cette condition d'équilibre impose donc que la somme des composantes verticales des forces orientées vers le haut est égale à la somme des composantes verticales orientées vers le bas. La seule force orientée vers le haut est la force issue de la pression au niveau de l'extrémité du cylindre en A. La pression étant une force entrante, elle est orientée vers l'objet sur lequel elle s'applique, c'est-à-dire que la force est dirigée vers le haut. Il y a deux forces orientées vers le bas.
la force due à la pression s'exerçant sur la face supérieure du cylindre et le poids du liquide se trouvant dans le cylindre. Notez que les forces de pression s'exerçant sur les parois verticales du cylindre sont horizontales et donc ne jouent aucun rôle dans le bilan des forces verticales. La force due à la pression au niveau de l'extrémité basse du cylindre est égale à P indice A multiplié par la surface pi r au carré. De même, la force de pression au niveau de l'extrémité B vaut P indice B multiplié par pi r au carré. Le poids du cylindre est égal à la masse du cylindre multiplié par l'accélération de la pesanteur G. La masse du cylindre est égale à la masse volumique du liquide, ρ, multiplié par le volume du cylindre. Et ce volume est égal à la surface de la base, pi r au carré, multiplié par la hauteur du cylindre qui vaut Z indice B moins Z indice A et qui est bien positif. Cette expression se simplifie en divisant les membres de gauche et de droite par pi r au carré et on obtient que P indice A plus ρgz indice A est égal à P indice B plus ρgz indice B. On a donc établi la relation entre les pressions en A et en B, qui sont deux points situés sur une même verticale. Pour généraliser ce résultat, au cas où deux points ne sont pas sur une même verticale, prenons un point C situé sur la même horizontale que A, et isolons à nouveau par la pensée un cylindre horizontal situé entre A et C, de rayon R suffisamment petit pour pouvoir négliger les différences de pression au sein de chacune des deux extrémités de ce cylindre. La condition d'équilibre horizontal des forces impose que les forces de pression en A et en C sont égales. Et donc, que la pression P indice C est égale à la pression P indice A. On en déduit finalement que P indice B plus ρgz indice B est égal à P indice C plus ρgz indice C. Cette expression relie les pressions en deux points quelconques du fluide, ici B et C, au moyen de l'accélération de la pesanteur, de la masse volumique du fluide et des cotes ZB et ZC des deux points. Ce résultat est important et constitue la relation fondamentale de l'hydrostatique, que l'on peut énoncer comme ceci, soit deux points 1 et 2 situés au sein d'un même fluide de masse volumique ρ et placés dans le champ de pesanteur, alors P1 plus ρgz1 est égal à P2 plus ρgz2, où Z1 et Z2 sont les cotes des points 1 et 2. Plusieurs conditions doivent être respectées pour que cette relation s'applique. Le fluide doit être au repos. La masse volumique du fluide doit être partout la même. Le champ de pesanteur doit lui aussi être partout le même. Il doit exister un trajet continu pour aller de 1 vers 2, inclus dans le fluide. Autrement dit, il faut que les deux points soient dans le même compartiment. Et enfin, l'axe Z, pour repérer les cotes, doit être orienté vers le haut. Supposons que le point 1 soit plus haut que le point 2, comme sur ce schéma. Alors, Z1 est plus grand que Z2. Et donc, d'après la relation fondamentale de l'hydrostatique, P1 doit être plus petit que P2. Autrement dit, plus on s'enfonce vers le bas, plus la pression est grande. Voici une boîte transparente ouverte sur une face. Je la place dans l'eau, la face ouverte vers le bas. L'air est piégé à l'intérieur de la boîte. Le volume d'air diminue au fur et à mesure que j'enfonce la boîte, car l'air est compressible. Et cette diminution montre que la force appliquée par l'eau sur l'air emprisonné dans la boîte augmente, autrement dit que la pression de l'eau augmente avec la profondeur. Il y a une analogie possible avec une pile de livres. La pression due au poids des livres est d'autant plus grande que l'on est bas dans cette pile. Dans cette vidéo, nous avons vu des caractéristiques d'un fluide, puis nous sommes intéressés à la pression.
Dans la prochaine vidéo, nous nous intéresserons aux effets de la pression atmosphérique et nous verrons comment calculer les caractéristiques de la force de poussée s'appliquant sur une paroi verticale, par exemple sur un barrage. Mais avant de nous quitter, revenons à la question du début. La réponse correcte est la réponse 3. La pression étant d'autant plus élevée que la profondeur est importante, la force la plus grande s'exerce sur la face la plus profonde, donc sur la face du bas. À bientôt pour la prochaine vidéo.